que la population a de moins en moins envie de débattre. 68% des Français qui considèrent que la démocratie fonctionne mal. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec les réseaux sociaux ? 44% des jeunes Français n'ont eu aucun rapport sexuel durant l'année. 10% des couples qui se marient aujourd'hui se sont rencontrés sur Internet. Et bienvenue dans Avant le troisième verre. On est mercredi, il est 19h et on est très heureux de vous retrouver. Il fait moins chaud, on est content. Voilà. Ouais, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Ouais, bon voilà. Autour de la table avec moi aujourd'hui, Morgane et Manu. Hello. Salut à tous. Et à la régie Franck. Oui, salut tout le monde. Et du coup, on va vous parler d'une émission formidable encore aujourd'hui avec un thème très très important, n'est-ce pas, qui nous touche tous. Oui, j'ai appris beaucoup de choses, je tiens à le dire dès maintenant. On va parler de télé-réalité. Mais avant ça, dans cette émission, vous savez que vous allez retrouver les recos de Momo. Et les infos ou mythos de Manu. Manu qui nous fait quand même son grand retour. Ouais, on peut l'applaudir. Comeback. J'ai reçu beaucoup de mails de beaucoup d'auditeurs fans qui m'ont dit Momo t'as séquestré, etc. Oui. Elle m'a empêché, elle a fermé la porte du local. C'est pour ça, exactement. C'est pour ça que je n'ai pas pu venir le mois dernier. Bon voilà, j'ai rien de mieux à raconter. Merci Manu. Ton retour nous fait chaud au cœur. On est très content que tu sois avec nous. Je vois le sourire de Momo en tout cas sur pas les... tout le monde, ouais. Donc c'est parti pour cette 14e émission d'Avant le troisième verre sur Radio Ems dédiée à la télé-réalité. Et comme d'habitude, on commence avec une petite définition. On aime bien nos petits concepts. Eh oui. Tu m'avais manqué. Non, parce que Manu, il fait très chaud dans les studios. On s'épouvante. Non. On s'épouvante. Alors, je sais pas quand c'était dans Scream ou un truc comme ça. On s'épouvante. Alors ouais, Manu, il nous épouvante. J'ai sorti un masque de Scream tout à l'heure. Non mais voilà, faudra pas trop nous en vouloir. Si on s'évente avec des bouts de carton tellement il fait 42 degrés dans le studio. Bref, donc voilà, chers auditeurs, le tableau est dressé. C'est parti pour la définition. Donc la télé-réalité, les amis. Alors oui. Vous savez que d'habitude, je vais toujours chercher mes définitions dans des dictionnaires très importants. Et là, bien sûr, j'ai fait appel à Wikipédia. Non, Wikipédia, c'est la deuxième trop naze. fois, je crois. Ouais, c'est la deuxième fois. Chut. Oh oui, on peut pas être parfait partout. On embrasse Wikipédia, évidemment. Et il y a une définition déjà de la télé-réalité sur Wikipédia. Et l'article est plutôt long, donc je vais vous en faire profiter un tout petit peu. Voilà, donc la télé-réalité. C'est donc un genre télévisuel dont le principe est de suivre, le plus souvent sur le mode du feuilleton, la vie quotidienne d'anonymes ou de célébrités. Ces émissions se caractérisent par une mise en scène plus ou moins spontanée des événements, capturant des moments souvent réels et intimes. Ces émissions, reposent sur d'autres genres télévisuels, le documentaire, la variété, la série, le jeu télévisé, etc., etc. Donc, il convient quand même de distinguer les reality shows, et la télé-réalité, parce que visiblement, c'est pas la même chose. Non mais je vous ai dit, j'ai appris des trucs. Franchement, j'étais bluffée. Éclaire-nous, s'il te plaît. Donc le reality show, c'est un format d'émission essentiellement bâti autour de documentaires et de débats, montrant des individus ordinaires saisis dans leur vie quotidienne, vie privée ou professionnelle. Donc on peut voir en France, par exemple, les trucs type striptease ou à l'époque dans les années 90 tellement vrai, perdu de vue, tellement vrai, enfin ce genre de choses. Oui. Et la télé-réalité, donc c'est des individus ordinaires ou anonymes ou célèbres qui vivent artificiellement des situations plus ou moins ordinaires. Donc style Big Brother, Love Story, Koh-Lanta, tout ça. Ouais. Voilà. Donc, ces types d'émissions reposent sur 5 éléments. Et ça aussi, j'ai beaucoup appris. J'étais genre, non mais demain, je serai, comment elle s'appelle, là, Alessia Laroche-Joubert, je te jure. J'ai lu l'article Wikipédia, je me sentais plus pété. Bon. Je me suis dit, je vais faire une télé-réalité à la radio. Ils sont pas prêts. Enfin bref. Et il y a des trucs à faire, n'est-ce pas, Franck? Il y aurait des choses, hein. Il faudrait déjà une piscine, ça serait pas mal. Ouais, grave. Et 2-3 moyens, genre style ventilateur. Donc, ce type d'émission repose sur 5 éléments. Une présélection des candidats sur leur profil psychologique ou leur personnalité. Un environnement limité dans l'espace, ne laissant aux participants aucune échappatoire à la confrontation avec les autres. Ça, c'est très important. Ouais. Un système d'élimination par vote des téléspectateurs permettant à la fois d'assurer des rentrées financières, des interactions, etc. Et un peu de stress, quand même. Les tâches édictées par des organisateurs du jeu,
permettant de maintenir une activité télégénique et de forcer les candidats à interagir. Et le confessionnal destiné à recueillir les votes des participants qui présélectionnent les candidats à l'élimination ou à livrer leurs pensées, leurs sentiments, gna 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 gna. Voilà. Sur cette base-là, on est d'accord qu'on parle bien de télé-réalité. On est bon. L'enfermement, quoi. Bah écoute, moi je trouve ça important de faire la distinction. Ah non, totalement, mais t'as raison. Franchement, j'étais là genre parce qu'on a tendance à tout classer en télé-réalité et non. Bah non, C'est mais vrai que j'aurais pas fait le distinguo de base. Ouais. Alors, mais t'as raison, effectivement, il y a un distinguo. Par exemple, les concours genre Top Chef, tu mets pas dedans. Et ben non, c'est du reality show, c'est pas de la télé-réalité. Ouais. Pour moi, c'est une œuvre d'art, mais après c'est. Ah bah ça, je suis d'accord. Mais c'est un avis très personnel. Moi, ça me donne faim. Ah ouais. Bah... Oh là là, c'est désespoir quand je regarde mon assiette et Top Chef en même temps. Je suis genre franchement. Ouais. Mais en même temps, ils reprennent des codes de la télé-réalité, je pense, parce qu'ils nous font pleurer des fois. C'est vrai. Mais carrément. Mais oui. Mais t'as chialé devant Top Chef. Ça m'est déjà arrivé. Mais ils ont des petites histoires tristes et tout. Je tiens à dire, je l'ai vu en direct justement. Elle m'a envoyé une vidéo d'elle en selfie en train de pleurer devant Top Chef. Pas vrai, mais parce qu'en fait, il avait fait un carpaccio de bœuf. Oui, je sais que c'est pas Manu ton destinataire. Il a fait un carpaccio de bœuf à un moment donné à un mec et elle a pleuré devant quoi. Elle dit putain. Non mais toi, on sait que tu pleures devant les boulangeries, donc c'est pas mieux, hein. C'est faux. Et ça, c'est de la reality de reality. Alors du coup, catastrophe en cuisine, là, je sais plus comment ça s'appelle. Cauchemar en cuisine. Reality show, reality show, réalité. Et puis reality show un peu. Ouais. Donc, laissez-moi maintenant vous faire à peu près rapidement encore l'historique. Hein. Tout ça a commencé quand même en 1971. Déjà, j'étais très surprise de la date. J'étais genre, what ? Si vieux ? Plus vieux que moi ? L'ORTF ? Comment c'est possible ? L'ORTF, ouais, carrément. J'étais genre, alors bien sûr, ça n'a pas commencé chez nous, ça a commencé aux États-Unis, faut pas déconner. Oui. Avec An American Family. Voilà, donc a priori, c'est la première fois en fait où on suit une famille d'Américains totalement inconnus, en fait, pour relater les conséquences de divorce et de voir à peu près comment ça détruit le quotidien de la famille. Sympa, hein ? Belle ambiance. Belle ambiance, belle mentalité. Merci. Là, tu vois déjà le biais. Non, mais déjà, ça, clairement, ça va pas. Voyeur et. Ensuite, il y a eu un pendant au Royaume-Uni qui s'appelait juste The Family. Voilà. Ensuite, on est passé à un autre programme télévisé qui s'appelait Survivor. Ah, ça, c'est Koh-Lanta. Hein. Alors, attends, je crois que c'est l'ancêtre de Koh-Lanta. Je crois que c'est la version américaine. J'ai été trop loin dans ma fiche, bien avant ça, excusez-moi, j'ai trop sauté. Là, parce que là, on était dans les années 70. Ensuite, en 87, on dénombre aux États-Unis 37 émissions de télé-réalité. Ah, purée. Wow. Donc 71-87, il y a eu parce qu'il y a un engouement, parce que les gens ils regardent, parce que voilà. Ça arrivait tard du coup chez nous par rapport. En 89, il y a une série documentaire qui s'appelle Cops. Donc on suit des policiers. Je vous la fais rapide, à l'américaine bien sûr. Donc et s'en suivent vraiment beaucoup de programmes comme ça. Dans les années 90, et c'est là où ça arrive en France, on a perdu de vue. Est-ce que quelqu'un se souvient de Perdu de vue ? Ça me dit quelque chose. Avec Jacques Pradel. Et ça, c'est de la télé-réalité ? Eh ben, c'est du reality show parce qu'en fait, on allait chez des inconnus, on faisait intervenir des inconnus qui cherchaient leurs proches. Et pour des raisons diverses ou variées, et c'était des vrais gens avec des vraies situations. Et bah ouais, voilà. C'était 1990 en France. Donc en fait, ça date d'il y a beaucoup plus longtemps que ce qu'on pense. Ensuite, il y a eu Témoin numéro 1. Ensuite, c'est un peu le même, un truc d'investigateur, pareil, c'est un peu pareil. Non mais enfin, je te passe les détails. Et après, vraiment on va dire que la bascule se fait en 99 où là apparaît Big Brother. Ouais. Et là, c'est la naissance d'Endemol qu'on connaît chez nous aussi, mais à la base c'est néerlandais et en fait les filiales ont explosé partout dans le monde. Et de là naît en 2000 Love the Story. Il y a eu un docu-fiction justement qui a retracé ça récemment sur Amazon Prime. Une série. C'est une série. Alors limite très docu. Hein. Ça fait c'est série, mais ça fait limite. Oui, c'est très très docu. Mais je veux dire, c'est pas un one shot. Enfin, c'est. C'était un one shot. Non, c'est plusieurs épisodes. Enfin, c'est un one shot, c'est une saison quoi. Oui. Et ils veulent faire. Mais en fait, ça va être une. Donc ils ont fait Culte, donc c'est Culte. Et donc la première saison est sur Love Story et je crois que les saisons suivantes sont sur d'autres trucs. Si je dis pas de bêtises. Oui. Bon, en tout cas, ça a quand même été l'étincelle qui a mis le feu aux poudres. Et à partir de là, très clairement, on a eu une traînée de démissions au point qu'on a inventé un concept à cause de ça qui s'est appelé la télé-poubelle.
Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce concept de télé-poubelle. Moi, je m'en souviens. Où, on nomme quand même tout ce qui est télé-poubelle. C'est vraiment toutes ces espèces de trash TV, trash émissions, voilà, où en fait, il n'y a pas de contenu culturel, il n'y a pas d'apport. On est vraiment sur du banal, sur du vent, du rien, enfin, sur vraiment enfin, bref. Il y a eu un truc juste avant Love Story. Ah ouais, c'est quoi ? C'était sur TF6, ça s'appelait Aventure sur la net. Oui, je l'ai aussi, mais personne connaît, donc je l'ai pas dit, Franck. Bah moi je connais parce que j'avais vachement suivi. Donc voilà, là, Franck, il a préparé l'émission. Bravo. Bravo, donc, Franck. Donc maintenant qu'on vient de retracer un peu l'historique et un peu ce genre de choses, comment dire, on va mettre les pieds dans le plat en se posant la première question. Quelle est la place de la télé-réalité dans nos vies, vu tout ce qu'on vient de raconter ? Est-ce qu'on peut donner un peu des exemples de nos pratiques télévisuelles ? Je commence par Morgane, parce que Manu en a beaucoup trop à dire. Moi, ça n'a pas une très grande place. J'ai jamais trop regardé Love Story, Secret Story, etc. Nice People. J'ai jamais trop su. Ah oui, Nice People, j'avais oublié. Nice People. Mais non. La Star Academy. Star Academy, si, quand j'étais plus petite, mais pas les nouvelles. Ouais. Là, aujourd'hui, c'est plutôt des téléréalités Netflix que je vais regarder. Un peu de Love is Blind. Oui. Ou de dating. Ah, quel enfer, quel enfer. Non, franchement, trop quel bien. Enfer. Mais en plus, dans plusieurs pays. T'as dans plusieurs pays. Mais oui, c'est ça qui est génial. Mais Love is Blind Japon, mais c'est si adorable. Ah ouais, mais oui. J'ai pas vu celui-là. Moi, j'ai vu les Américains, c'est vraiment des tarés. Ouais, Américains, j'ai pas regardé. J'ai regardé UK. Ils sont très chauds, ça. UK, c'était pas mal. J'ai regardé. C'était quel pays nordique ? Je sais plus lequel. Suède, non, je sais plus. Mais je trouve que ça ressemble à de la fiction dans ces cas-là, justement, plus. Eh ben non. Ah ben non, c'est de la télé-réalité, mais c'est produit. Non, voilà, exactement. Ce que je veux dire, c'est que c'est tellement. C'est la définition même. C'est pour ça que je l'ai dit. La télé-réalité, tout est produit, scripté, exactement, en partie. orchestré en partie. En tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'ils ont passé un tel cap. Moi, pour avoir juste regardé un tout petit peu Love is Blind, on est passé à un cap. C'est pour ça que moi, je l'expliquerai après, mais les téléréalités justement très classiques, justement, c'est produit évidemment comme toutes les téléréalités, mais celles qu'il y a sur Netflix, parce que maintenant c'est ça, sur Amazon Prime, etc. Ouais. Les productions, encore une fois, on est proche limite d'une fiction maintenant. Je pense, c'est peut-être pour ça que moi j'ai plus tendance à les regarder, parce que j'ai du mal justement avec le voyeurisme ou se moquer. Et là, t'as plus de distance. Et là, parce que t'as une plus grosse prod. On est vraiment pas dans la moquerie, on est plus sur. Enfin, après il y a un peu de drama aussi quand même. Tu vois, ils tiennent en haleine, donc ça fonctionne sur moi. Tu sens le vrai scénario. Après c'est le montage, je pense. Oui, mais le montage et la prod est très bonne. Mais voilà, parce que sinon le voyeurisme. Mais tu vois, les grosses embrouilles, c'est pas mon truc, l'amour est dans le pré, machin, enfin. Oui, ça aussi, c'est une télé-réalité. Ouais. C'est un reality show plutôt. Donc moi, pas une énorme place, mais de temps en temps. Mais Manu, a priori. Oui, Manu. Alors, quelle est ta pratique ? Bah oui, si t'as le temps, vas-y. Non, alors moi j'ai commencé, franchement, le premier, effectivement, Love Story. J'ai regardé 2-3 premières saisons, je pense, mais ça a été, je pense, pas un choc, mais ouais, j'ai suivi à fond. J'étais ado à ce moment-là. Après la Starac, j'ai vraiment suivi pas mal les 2-3 premières saisons. Après, j'ai jamais été au point de, tu sais, les mecs qui vont qui vont après dans le public, qui vont dans les trucs. Moi, ça me passe au-dessus, quoi. Starac, c'est pareil, etc. Je suis pas derrière les disques ou machin. C'est juste que il y a un côté où, quand t'es ado. Je t'aurais trop imaginé avec une pancarte, Loana, je t'aime. Ah non, mais il y a un côté, c'est assez fascinant. Mais d'un point de vue sociologique, j'avais vraiment une vision sociologique des choses. Après, quand t'évolues, j'ai fait un vrai bond de 10 ans où j'ai pas regardé du tout. Et en fait, là maintenant, c'est plus des téléréalités, style Top Chef que je peux regarder. Et effectivement, pendant le Covid, ce que j'expliquais hors émission, c'est qu'effectivement, j'ai un ami marseillais qui m'a embrigadé sur les Marseillais à Cancun. Non. Alors, je tiens à dire, ça a duré ça a duré 2 mois. 2-3 mois. T'as dû perdre tes neurones. Non, mais en fait, chaque soir, mon rendez-vous chaque soir, c'était voir le petit résumé de 30 minutes de ces conneries là. En fait, c'est complètement lunaire, débile, tout ce que tu veux, mais dans cette période-là, tu sais, c'est comme une sorte de gourmandise, une sorte de fast-food mais dégueulasse. Dans cette période-là, ton cerveau, il est matrixé. Certains ont été matrixés par d'autres choses, mais moi, c'est ce truc-là matrixé. Donc les Marseillais à Cancun,
J'ai regardé, j'ai dû apercevoir un autre truc derrière. J'ai plus jamais regardé. Mais cette petite parenthèse dans ta vie, t'as fait du bien. Bon. Ah mais ouais, tout ça ce fait qui du s'est bien. passé Mais sous vraiment, Ouais, je vois encore les étoiles dans tes yeux, fais gaffe. non, mais c'est. Et j'ai tous les noms. Benji Sama. Mais moi, je sais même plus qui sont ces gens, quoi. C'est l'enfer. J'ai jamais su. Ah non, mais c'était un enfer. La roue des problèmes et tout. C'est complètement, c'est lunaire. C'est des débiles. mais c'était extraordinaire pendant cette période-là. Donc voilà. Bon, on reviendra sur nos pratiques et sur nos émissions phares, n'est-ce pas? Parce que je sais que Manu, il n'y a pas que celle-là. Enchanté. Et on passe tout de suite. On fait un petit break sur notre débat et on passe au reco de moment. Yay! Alors, cette semaine, j'ai testé pour vous dîner avec des inconnus. Mais non, sans deck. C'est Marocco, ouais. Alors, et ça, c'était grâce à l'appli Time Left. Donc alors, comment ça marche? On s'inscrit sur l'app, on répond à quelques questions. Tu me réponds sur ton job, juste le domaine, vite fait tes hobbies, quelle est l'importance des voyages pour toi, de la famille, etc. Tu dis quelle partie de Paris, dans quelle partie de Paris tu veux sortir. Tu donnes les langues que tu peux parler. Ouais. On y reviendra parce que je me suis fait une feinte toute seule. Et après, je sens le truc. on a ensuite le choix entre un dîner mixte le mercredi ou vendredi, ou un dîner entre meufs le mardi, ou un verre le jeudi. Et donc en fait, contre 14 €, on a inscrit un événement et l'appli charge de nous trouver les meilleurs convives. En général, entre 3 et 5 personnes. Et ils nous trouvent le lieu. Bon, c'est un peu cher comme ça, mais après, il y a un système d'abonnement qui peut permettre, voilà, si tu veux en faire plusieurs dans le mois, ça peut être plutôt intéressant. Et donc, est-ce que je recommande vraiment? Oui. Parce que c'était bien fun. Donc... Comment ça s'est bien passé, du mais coup. ouais. Donc, mon Sauf premier que t'as dîner... dit que tu parlais japonais, puis pas du tout. Non, alors... non. Tu peux... je crois que dans les choix, t'as juste français et anglais. D'accord. Mais c'est-à-dire que j'avais oublié que j'avais coché anglais. Et il s'agit... En fait, la veille de ton dîner, tu reçois l'adresse... Ouais. Le profil des nationalités, enfin les nationalités des convives, et donc la langue parlée. Et donc j'ai découvert la veille que j'avais coché l'anglais, et donc je me suis dit, bon bah je vais faire un dîner en anglais avec des inconnus. Excellent. Et donc je me suis retrouvée avec 3 autres personnes, un Français qui bossait dans l'événementiel, une Marocaine qui bossait dans la finance et une Russe qui bossait elle aussi dans la finance, et tous à peu près du même âge, entre 28-31. Et franchement, on a bien parlé, on a bien rigolé, c'était hyper sympa, une bonne dynamique. On a passé vraiment toute la soirée ensemble. Beaucoup plus sympa que de faire un date avec un inconnu. Je vous assure. L'amitié a le vent en poupe, je le dis. Mais oui, non mais voilà, franchement, hyper enrichissant. On ne sait pas si on se reverra, mais c'est vraiment pas forcément le but. Enfin, mais t'as passé une excellente pour certains, soirée. c'est le but de se faire des nouveaux potes, etc. Mais en fait, hyper sympa. Et donc, pour casser la routine, sociabiliser, rencontrer de nouvelles personnes, c'est 100% recommandé. Donc, Bravo. Time Left. Ah, pas super. mal. Très bonne idée. Ouais. Franchement. Et ensuite, une toute autre reco. Si vous êtes plus casanier et vous voulez juste chiller à la maison, collé au ventilateur, une recommandation Netflix. Le film d'animation K-pop Demon Hunters. Ah oui, tout le monde en parle. Signé Sony Pictures Animation. Donc Sony, c'est par exemple ceux qui avaient produit Spider-Man New Generation avec Miles Morales. Incroyable d'ailleurs. Excellent. Les deux. Film d'animation avec des graphismes fantastiques et une super BO. Bon, bah, ça fait pas exception, K-pop Demon Hunters. Bon, à la base, le pitch, de toute façon, il avait tout pour me plaire. Donc, on a Rumi, Mira et Zoé qui forment les Huntrix, un célèbre groupe de K-pop. Elles doivent concilier leur vie sous les feux de la rampe et leur identité secrète de chasseuses de démons. Avec leurs chansons et leurs compétences de combat, elles protègent la Terre. Mais arrive le jour où elles doivent faire face à un boys band rival composé de démons. Et je vous assure, faut laisser une chance à ce film, même avec ce pitch. Donc on a vraiment un univers hyper coloré, on a un mélange assez chouette entre le folklore coréen, parce qu'on retrouve des créatures, du coup, des légendes coréennes, et la culture actuelle de la K-pop, qui est très codifiée aussi. Moi, il y a plein de rêves que j'ai pas, mais je sais que les fans de K-pop ont retrouvé plein de choses, même dans les BO, des ressemblances avec d'autres titres. Les graphismes et l'animation sont hyper beaux. Le doublage est hyper qualitatif aussi, que ce soit en anglais, donc qui est la VO. Ouais. Mais j'ai pu voir des extraits en français et franchement,
Pas mal. Parce que même les chansons, je m'attendais à pire, parce qu'ils ont traduit les chansons en français. Ah oui, quand même. Et finalement... Regarde le top, c'est bien ça. Non, mais tu vois une prod. Pour les fans de K-pop, c'était pas ouf, mais par contre, VO, pour l'accessibilité... Ah, mais je suis en VO, mais c'est assez rare qu'ils fassent... Pardon, excuse-moi. Mais ouais, les chansons, oui, si, t'as Disney, tu vois, qu'adapte et tout. Oui. Là, franchement, très bien adapté. Les voix assez ressemblantes à la VO. Ah bah très sympa. Et vraiment voilà, la BO, moi elle tourne en boucle dans mon casque au taf, je me raconte pas. Donc franchement voilà, que ce soit pour les enfants ou les adultes, je recommande aussi chaudement ce film d'animation. Tu viens de me déculpabiliser d'aller regarder ça, j'avais vu passer, j'étais genre oh non quand même mais pas. s'il te plaît. Sur Netflix du coup. J'avais vu un autre film, pour le coup, sud-coréen, mais j'ai plus le nom, sur une histoire d'amour entre une astronaute et... Ah, je l'ai vu, oui. Qui est incroyable aussi, pareil avec des graphismes dingues. Voilà. Ok, j'irai voir les deux. Franchement, très Merci Momo pour ces recos. On se quitte avec une petite musique. Oh oui. Radio Ems, l'essentiel de la musique. Non mais attends, je suis quand même un grand professionnel. Non bah oui, bien sûr, attends, je fais plein de concerts partout sur la terre. T'es choriste ou quoi? Attends, écoute, si tu passes à la maison, je pense qu'il y a moyen peut-être que... Ça, pas question. Elle a pas besoin. Elle veut un homme qui l'aime, un qui la protège et un qui la respecte. Ça, elle a besoin. Elle veut pas qu'on l'élève, qu'on la contrôle pendant qu'on l'enferme. Elle a pas besoin. Elle veut pas d'un mec plein de bouche qui se la raconte George Bush, mais qui a pas pris une douche depuis une semaine. Ni du mec qui parle trop, qui prétend qu'il est chaud, mais qui sera KO comme le One Minute Man. Ni du mec overbooké, qui doit tout décommander, mais qui sera collé à elle tout le week-end. Elle veut pas de ce mec louche, qui a l'air d'en tenir une couche, persuadé qu'il a une touche avec elle. Elle veut pas d'un focaïde, qui marche le ventre vide, parce qu'il a mis toutes ses thunes dans son bolide. Elle veut pas d'un homme enfant, non faut s'occuper tout le temps, pour lequel il faut jouer le rôle de maman. Elle veut pas d'un taliban, qui lui répète tout le temps: je suis pas satisfait de ton comportement. C'est quoi cet accoutrement? Va me changer ses vêtements. Tu sortiras sûrement pas comme ça dans les gens. Elle veut un homme qui l'aime, un qui la protège et un qui la respecte. Ça elle a besoin. Elle veut pas qu'on l'élève, qu'on la contrôle pendant qu'on l'enferme. Elle a pas besoin. Elle veut un homme qui se lève, qui soit responsable et qui lui soit honnête. Ça elle a besoin. Elle veut pas quelqu'un d'aide, qui la soude pour rien et qui fasse la girouette. Elle a pas besoin. Elle ne veut pas d'une femme qui ne pense qu'à se faire belle, ni rebelle, ni trop frêle, ni celle sans cervelle. Il veut pas d'une missa de balle qui ne prend pas soin d'elle, ni d'une donzelle qui le harcèle sur son fantel. Il ne veut pas d'un pot de peinture couleur pastel, d'une Valentine qui au réveil perd ses pixels. Il veut pas d'une actrice, non, pas d'une calculatrice. Il ne veut pas de dominatrice et surtout pas d'éducatrice, non. Ce qu'il recherche c'est une belle femme mûre qui n'a pas peur de bosser dur pour payer ses factures. Il aimerait tant se projeter dans le futur, trouver celle qui enfin pourra soigner ses blessures. Il est tout ce que j'ai. Pour ma part j'arrive plus à m'en passer sans lui. J'ai plus d'oxygène, j'arrive plus à respirer. Elle veut un homme qui l'aime, un qui la protège et un qui la respecte. Ça elle a besoin. Elle veut pas qu'on l'élève, qu'on la contrôle pendant qu'on l'enferme. Elle a pas besoin. Il veut une femme qui l'aime, une qui l'accompagne et une qui le respecte. Ça il a besoin. Il veut pas qu'on l'élève, qu'on lui prenne la tête. Il veut pas qu'on l'enferme, il a pas besoin. Elle a pas besoin de ton argent qu'elle peut gagner en travaillant, c'est un être indépendant. Tiens, tu peux détacher sa ceinture, elle a pas besoin de ta grosse voiture qu'elle pourrait se payer en nature. Tiens, tu peux remballer ton décolleté, là déjà le cœur occupé n'est pas intéressé. Tiens, tu peux arrêter tes sermons, elle s'est déjà posé la question, elle a sa propre réflexion. C'est tout ce que j'aime, pour ma part j'arrive plus à m'en passer sans elle. J'ai plus d'oxygène, j'arrive plus à respirer. Elle veut un homme qui l'aime, un qui la protège et un qui la respecte. Ça elle a besoin. Elle veut pas qu'on l'élève, qu'on la contrôle pendant qu'on l'enferme. Elle a pas besoin. Il veut une femme qui l'aime, une qui l'accompagne et une qui le respecte. Ça il a besoin. Il veut pas qu'on l'élève, qu'on lui prenne la tête. Il veut pas qu'on l'enferme. Il a pas besoin. Elle veut un homme qui se lève, qui soit responsable et qui lui soit honnête. Ça elle a besoin. Il veut une femme qui se lève, qui soit responsable, qui soit franche et honnête. Ça il a besoin. Ça, pas question. Ah ouais, non, c'était sapé comme un boulot cool, non. Non, merci. Vous êtes drôles, les âmes. Elle a pas besoin. Et oui, contrairement à ce que vous pensez, vous êtes toujours sur Radio Ems.
On n'a pas fait un retour dans le temps. On est bien en 2025. Merci Manu pour cette chanson qui nous ramène un peu en arrière. Pardon, moi, je suis désolé, juste encore la chanson. Ce Franck dansait justement la lambada pendant la chanson, parce qu'il adore cette chanson, il me disait. Bah oui, bien sûr. Grave. Cette chanson qui nous ramène un peu à notre jeunesse. Mais comme tu le disais, qui est toujours d'actualité. Exactement. Et c'est parti les amis avec la deuxième partie de notre débat sur la télé-réalité. Oui, Manu, je fais des gestes, je m'exprime. Qu'est-ce qu'il y a hein? On a le droit, non? Je suis pour que tu t'exprimes. Bah merci. Du coup, on était sur nos pratiques télé-réalitesques, si on peut s'exprimer ainsi. Ouais, parce que moi, je sais que Manu, par exemple, toi, t'as une émission avec laquelle on te vanne régulièrement avec Momo, quand même, que tu adores. Ah, mais oui! Bah oui, l'agence. Mais oui, j'ai oublié. Ah ouais. J'ai pensé à Top Chef. Mais ça, est-ce que c'est pas un... C'est un reality show, plutôt. Ouais, c'est un reality show. Mais moi, j'aime beaucoup une télé-réalité que j'ai suivie pendant des années et que je peine maintenant à reprendre une fois que je l'ai lâchée. Mais vraiment, pendant des années, c'était mon rendez-vous avec mes potes, c'était Koh-Lanta. Je surkiffais Koh-Lanta. J'ai une pote en particulier. Et plus les gens dans l'écran, ils maigrissaient, et plus nous, on se faisait des repas de ouf. On avait de plus en plus faim à les regarder. Mais le festin pendant les poteaux, il y a un festin de malade. Mais grave, mais c'était l'enfer. L'épreuve de confort. Souvent, quand c'était le Koh-Lanta de l'hiver, on finissait à la raclette, on faisait des raclettes tout le temps à la fin. On n'en pouvait plus. Mais alors, Koh-Lanta, j'ai l'impression que c'est toute l'année, quoi. Ouais, j'ai des collègues qui sont fans. Il y a l'été et l'hiver. C'est toute l'année. À chaque fois, on est là. Bah encore, mais ça a commencé. Pareil, pendant le Covid, Koh-Lanta, je crois qu'il y avait une édition. Moi, j'ai regardé pendant le Covid. Il y a des émissions où tu regardais pas et où tu. Mais après, c'est la seule, je crois. Au début, t'as les premières. On va juste aborder cette question justement parce que cette télé, ce divertissement, est-ce que du coup c'est une mise en scène de la réalité ou est-ce que c'est du fake? C'est du fake. Ou c'est du vrai? Parce que les gens, ils sont vrais dedans. Ils sont pas des comédiens, ils sont pas... Même si c'est un peu orchestré, c'est pas... Tu vois, par exemple, Koh-Lanta, les coups de gueule ou les trahisons ou les machins comme ça qui nous font tous beaucoup rigoler. Non, mais les types sont pas obligés de le faire. On leur donne la possibilité d'eux et du coup, ils s'en saisissent ou ils s'en saisissent pas, tu vois. Ils le disent tous, c'est que les caméras, au début, au bout de 5 minutes, ils les ont oubliées, quoi. Ouais. Donc, en fait, t'as le naturel. Évidemment, je pense qu'il y a un côté scénario qui est raconté par la prod, parce que la prod aussi oriente, justement pour faire rentrer les personnages dans le jeu. Après, donc il y a une part de fiction, mais qui est par la prod. Et après, il y a la part de vu que c'est à chaque fois des jeux, justement, où le but c'est de gagner, quand même, au final, globalement, hormis évidemment. Il y a des sous à la clé. Ouais, parce que même Love Story, même Secret Story, machin, au final, oui, il y a de l'argent. Bien sûr. Il y a des gens éliminés, etc. Donc il y a un but, quand même, de ce point de vue-là. Pour moi, justement, il y a un côté, malgré tout, tu vois les personnalités. Et puis quand tu les vois derrière, en interview, machin, etc., ou sur les réseaux, bon, après, pas un canard, mais c'est libre au candidat de jouer des personnages, tu vois. Aussi, bien sûr. Je pense que Nabila, par exemple, qui est quand même une des figures de la télé-réalité, je pense qu'elle a beaucoup joué. Oui. Un personnage, parce que quand tu vois après la businesswoman que c'est derrière, etc., machin. Après, elle a peut-être su s'entourer, elle a peut-être. Oui, possiblement, mais je pense qu'elle a quand même joué aussi pour justement marquer les esprits. Mais je pense qu'il y a un mélange de. Je pense que la prod s'adapte aussi à ce qui se passe. Et donc, c'est un accélérateur de célébrité pour certains. Après, il y a certains qu'on oublie complètement. Enfin, je pense qu'il y a certains candidats qui se démarquent et certains qu'on oublie. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu le but. Après, de toute façon, un business, tu prends les deux exemples. Je trouve les Momo, c'était un très bien, qui est la version moderne de la personne qui a compris justement. Je pense Nabila est vraiment plutôt intelligente dans sa manière de faire le business, qui a compris que justement son image, elle pouvait la marketer, elle pouvait l'utiliser sur les réseaux, elle pouvait servir de sa vie. Je crois qu'elle a déposé à l'eau le shampoing, je sais pas quoi. Mais voilà, et au final, elle a été dans des défilés, elle a été dans des trucs, etc. Et dans l'autre verre l'autre versant, c'est Loana, qui a été la première, qui a tenté justement, ils lui ont fait sortir un single au début, et en fait au final sa vie est devenue une télé-réalité. On aurait pu la passer, on est con. Mais c'était terrifiant parce qu'il y a une descente aux enfers pour elle qui est assez terrifiant, quoi. Ils ont tous fait des chansons après, des trucs, des machins avec plus ou moins de succès, avec plus ou moins de. Mais je lisais sur sur Love Story une journaliste qui disait vraiment tous les candidats de Love Story ont essuyé les plâtres pour toutes les générations d'après. Il y avait aucun encadrement, ils n'étaient absolument pas accompagnés.
Parce qu'après, les autres ont été plutôt accompagnés sur la gestion de la célébrité, tout ça. Ils sont restés enfermés 3 mois sans savoir que le phénomène grandissait, grandissait. C'est hyper violent. C'est atroce. Ils se sont pris tout ça maintenant, en sortant. Quelqu'un qui rentre dans une télé-réalité, pour qu'on les oublie derrière, en plus. Enfin, c'est ça. Oui. Maintenant, quand tu rentres dans une télé-réalité, tu sais que tu peux en tirer quelque chose, que tu vas être connu, et que du coup, il faut que cette célébrité, tu t'en serves tout de suite. Oui, tu tires si le tu veux fil pas disparaître. Le plus possible, Et là où ils étaient repérés dans des boîtes de nuit avant, justement, Loana a été repérée comme ça, il y en a plein comme ça. Aujourd'hui, ils sont repérés parce que... Sur les réseaux. Exactement. Et ils ont déjà beaucoup d'abonnés. Donc en fait, ils sont déjà en train de marketer leur image. Et justement... Ils sont moins naïfs. Exactement. Oui, et ils sont totalement calculateurs. Et en fait, ils se disent, je vais sur les réseaux déjà. Après, en fait, à chaque fois qu'ils faisaient des téléréalités, ça leur permet d'augmenter leurs followers et de remarketer justement leur image, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et ce qui fait que ça fait un cercle. Et bon, le moment où ça s'arrête, je pense que ça doit être assez terrifiant. Mais il y en a beaucoup qui sont... Ça je pense qu'il y a beaucoup qui sont fait d'argent. Il y a tout du fake, alors il n'y a plus rien de spontané, il n'y a plus rien de réel, sauf le type là dans l'île de la Tentation qui se met à hurler pour aller... Montoya. J'ai juste vu cet extrait, mais c'était dans quel pays? Je sais même plus. Enfin, c'est pas chez nous, Mais c'est du fake, non, je pense. C'est soit de l'opportunisme, est-ce que c'est du vrai ou est-ce que c'est pas du vrai? Moi, je pense qu'après, ce qu'ils vivent dedans, par contre, ils suivent Ils vivent l'instant présent? Je suis pas sûre. Après, il y a sûrement des directives. Enfin, je veux dire des directions. Parce que ça voudrait dire qu'on s'amuse aussi avec leurs sentiments, leurs trucs. Enfin, qu'on les oriente complètement dans leur comportement. Enfin, c'est quand même accepter ça. C'est pour de la célébrité et de l'argent. Mais parce qu'ils ont accepté justement de mettre en scène leur vie personnelle, de mettre leurs gosses sur les réseaux sociaux quand ils ont des gosses, de se marier, de se déchirer. Et à un point où justement, c'est pour ça, je sais plus la ligne. Je pense pas que ça lui fait justement parce que la ligne entre l'opportunisme et le cynisme, je sais pas elle est assez fine au final. Elle est vraiment très fine et ils jouent là-dessus tout du long, mais sans s'en rendre compte obligatoirement, jusqu'à ce que ça leur pète dans la gueule pour dire X ou Y raison, quoi. Mais là, on parle de la télé-réalité où t'as des influenceurs, ou etc. Tu parles de L'amour est dans le pré, où, tu vois, c'est pas, c'est encore différent. La notoriété de courte durée, parce que après on les oublie pareil. Et là, je pense que c'est plutôt naturel. Enfin, il y a des trucs assez ouf, mais je pense que c'est pour voir des extraits de temps en temps. Moi, j'aimais bien après, la prod doit sûrement diriger sur certains trucs, influencer, mais ça paraît quand même assez nature. Mais qu'est-ce qu'on aime alors regarder? Est-ce qu'on aime regarder le côté plutôt nature, par exemple des candidats de Top Chef qui chialent parce qu'ils sont éliminés ou parce qu'ils ont raté leur estragon papillote? Ou est-ce qu'on aime bien regarder quand ça se déchaîne, c'est un peu dur à dire, mais quand il y a les embrouilles à la con des Marseillais, des machins trucs où les insultes fusent et en plus ils savent même pas se parler dans un français correct. Enfin, qu'est-ce qui nous attire là-dedans? C'est encore différent parce que je pense que les Marseillais, il y a vraiment un côté voyeuriste, je pense là-dessus. Là où le Top Chef, par exemple, si on prend ça, c'est pas exactement les mêmes types de télé-réalité. Il y a vraiment le reality show et il y a la télé-réalité. On parle pas de leur vie. Oui, télécrochet en plus. Les concours, c'est encore autre chose. On parle pas de leur vie privée justement à ce moment-là. Et sauf même cette année, Top Chef, il y a eu un couple justement qui était candidat à Top Chef. Et l'attitude justement du chef, du mec, du couple. Il s'est fait défoncer sur les réseaux justement. Alors après, il a accusé le montage aussi. Et après il y a un parti pris de la prod, faut pas l'oublier. Ça fait partie du. Mais c'est là où je trouve on a passé à ce moment-là cette saison-là. Je pense qu'il le regrette d'ailleurs. On a passé ce côté justement. On était sur du reality show. On a fait un peu de télé-réalité. à ce moment-là. Ouais, c'est pas faux. Ouais, peut-être. Et c'est là où je pense que c'est peut-être l'erreur à pas faire. Et je trouve l'avantage, quand on est par exemple, on regarde Top Chef, Koh-Lanta ou machin, Koh-Lanta, il y a une part plus importante de télé-réalité, évidemment. Mais le côté compétition, le côté... c'est plus ça, ça fait ressortir notre côté compète. On a envie de s'intéresser à un type, à un machin. Et puis même, tu dis, si le chef, quand il sort, t'as envie d'aller au resto, d'aller bouffer ce qu'il mange. Oui, bien sûr. C'est ça, c'est la différence, c'est que t'as vraiment une compète pour des qualités. Enfin, tu vois, c'est la stratégie chez Koh-Lanta, c'est le chant à la Starac, c'est la cuisine à Top Chef. Bon, Secret Story. T'as pas grand chose.
Qu'est-ce que tu t'évalues petit la stratégie quand même, tu vois. Écoute, mais il y a tellement, ça prend tellement moins de place que les prétendants, je sais pas quoi là, ou les princes trucs, je sais pas quoi là, ou les, tu sais, qui sera le meilleur couple ou je sais pas quoi là. Il y en a plein. Non mais il y en a tellement. Je comprends pas. Il y a 4 mariages, une demi-heure. Ah oui. C'est horrible. Mais il y a Mario au premier regard aussi dont on a pas. Ah ouais, c'est horrible. Il y a trop de choses. On va se refaire une petite pause musicale et on se replongera dans notre débat juste après. Radio M. L'essentiel de la musique. I can't explain. Oh no. Hey, hey, yeah. Before the night is over, I wanna shake the question. I wanna leave it for now without another mention. We should be letting go instead of holding on. Within the eye in my mind, a mystery is born. No use in looking further, you know it isn't there. And you can stare all you want, the answers won't appear. Try to find it, but I lose myself. I lose myself in you. I said I lose myself in you. Yes, I lose myself in you. Yeah, I lose myself in
something that I can't explain. Yeah, yeah. Un sketch, mais ça on en parlera dans une autre émission. De retour dans l'émission Avant le troisième verre sur Radio Ems avec Momo, Manu et Franck. Donc aujourd'hui c'est spécial télé-réalité. Spécial télé-réalité, on a appris plein de trucs sur nos habitudes, sur nos choses, et on a du mal à distinguer voilà le vrai, le faux. Est-ce que c'est sincère, est-ce que ça l'est pas? C'est tout orchestré, c'est tout monté, c'est tout machin. Parce que après derrière tu peux avoir une envie de montrer une attitude, une sincérité, un truc, mais derrière t'as la prod. Et la prod, si elle a choisi aussi de te mettre dans le rôle du cassos ou du je sais pas quoi ou du bidou chouette, bah moi je le vois assez bien avec des logiciels de montage très simples. Tu peux faire beaucoup de choses. Et c'est un peu tout et n'importe quoi, n'est-ce pas Manu? Bah c'est vrai. Non, c'est vrai. Oui. J'ai mis en scène suffisamment de gens dans mes podcasts pour faire croire à tous. Bah voilà, tu vois. Ouais, c'est extraordinaire. Donc, j'attends toujours mon rôle. Ah, mais je suis la dernière. Ah non, je sais. Tout le monde il l'a fait, sauf moi. Non, mais t'inquiète pas, mais t'as un rôle très important. Non, c'est vrai en plus. J'attends de voir ça. Bref, revenons à nous moutons. Est-ce que, voilà, la télé-réalité, au point où on en est, tu disais justement, Manu, que maintenant, ça gagne aussi les réseaux parce que, comme tu disais, t'as des gens qui se mettent en scène au quotidien. Tu parlais de cette nana qui est une nana que une DA, une directrice artistique, pardon, d'une boîte de prod lambda qui est arrivée que personne ne connaît. Enfin, moi je la connaissais pas. De base, je dois avoir peut-être quelqu'un qui la suit sur Instagram, etc. Elle arrivait par hasard sur ma timeline et en fait, elle se mettait en scène depuis 2-3 mois. J'ai découvert ça depuis 2-3 mois en vidéo justement où elle prenait son petit micro, elle disait voilà, je suis à 2 mois, je me marie dans 2 mois, je me marie dans 1 mois, je me marie, et elle décrivait tous les trucs. Oui, tiens, on a acheté ça, moi je pensais faire ça, mon mec on va faire comme ça, j'ai beaucoup d'émotions, j'ai vu des vidéos de mes parents quand ils se sont mariés, et à chaque vidéo, chaque thématique. Et ça se rapprochait, et plus ça se rapprochait, plus elle était... Et oui, je reconnais, c'est horrible, hein. Je reconnais, j'ai foncé dedans. Ouais. Mais en même temps, je trouvais ça gênant, je trouvais ça très dérangeant, je me dis putain, en fait, c'est une nana qui est lambda, c'est une nana qui est lambda, elle a mis son truc en public. Moi j'ai l'œil vraiment sociologique de ce point de vue-là où tu dis... c'est un fait de société pour moi. C'est justement moi je le perçois comme un fait de société. Et donc j'ai pas spécialement, je me dis pas génial, tiens je vais la voir, je me dis attends t'as l'air génial et rien du tout. Le truc et au bout d'un moment je trouve ça lourd parce que le truc arrive au fur et à mesure. Plus tu regardes, plus évidemment il arrive tout le temps. Et limite c'est comme si je la suivais quoi. Et en fait au bout d'un moment c'est tu te dis mais est-ce que parce que aussi tu te mets à sa place, tu te dis moi si je me marie, est-ce que tu vois je me verrais mettre en scène ou genre de truc. En fait, tu casses une barrière, tu casses un truc en fait dans ta vie où tu le montres aux gens en fait. Donc, et puis t'as pas, je sais pas. Après, moi, ce qui m'interroge plus que de notre côté voyeuriste, qui très clairement depuis, je dirais maintenant 25 ans est ultra ancré, qu'on le veuille ou non, entre guillemets, on nous biberonne de ça, on nous apprend à le
à l'exercer avec le millier d'émissions qui existent et qui permettent de c'est la motivation de ces gens à faire ça, parce que là visiblement cette nana elle a, à part des followers ou des trucs, elle sera pas payée, elle en fera pas son métier, elle fera pas. Après, elle peut, si elle est suivie, les marques. Si elle est suivie, les marques viennent te voir, etc. Mais non, mais je pense qu'il y a aussi une reconnaissance, être visible. Mais par des gens dont tu te fous, c'est des inconnus que tu connais pas. Oui, mais elle, je pense, c'est un écrivain, et elle disait en fait dans ses vidéos, j'ai envie de garder un souvenir de tout ça. Et je pense donc elle se fait un journal intime ouvert à tout le monde. Mais en même temps, si tu regardes nos alors moi je vais prendre mon cas pourquoi tu le mets pas en privé comme ça, c'est bon, c'est fait. Non mais même en privé, je trouve. Moi, on prend nos comptes Instagram respectifs ou machin. Je pense plus moi que vous pour le coup là-dessus. Je mets pas en scène non plus, j'ai pas des stories ou machin, mais malgré tout, j'ai pris des photos de moments de vie ou etc. qui sont sur mon Instagram. Évidemment, il est privé, mais malgré tout, ça reste. Si on doit être objectif, ça reste une mise en scène quand même. Oui, non, mais tout est mis en scène dans ces cas-là. Depuis le début des réseaux sociaux, tout est mis en scène. Oui, et c'est pour ça, depuis les réseaux sociaux, il y a un rapport justement à la mise en scène de soi-même. Où franchement, des fois, moi-même, tu dis, mais qu'est-ce que t'as besoin de poster cette photo? C'est la sensation d'être acteur de sa propre vie. C'est-à-dire qu'au quotidien, ça nous parle pas assez. On a besoin de montrer, on a besoin pour se sentir exister. C'est ça le truc. En tout cas, quand tu le vois, justement. Je vous accuse pas comme ça. Non, mais je vous accuse pas, mais je réfléchis à votre pardon. C'était pas mon... Non, mais j'avoue, quand tu vois chez des gens qui postent régulièrement, moi je poste pas régulièrement, je suis en général des conneries, et puis c'est rarement, c'est plutôt pour faire des vannes. Mais quand tu vois des gens qui postent régulièrement des vidéos de soirée, des photos de soirée, des machins, malgré tout, ça titille. Moi, personnellement, ça peut me titiller, tu vois, de ce point de vue-là. Et tu dis, ah ouais, putain, ils ont une vie. Manu est définitivement un gros voyeur. Je crois qu'à la fin de cette émission, conclusion. On va dire en fait, Badu, c'est un gros voyeur. Non, justement, j'ai pas du tout ce truc voyeuriste parce que au final. On peut quand même. Non, parce que en fait là, dans la manière dont je te décris le truc, c'est comme si c'était mon quotidien. Je regarde jamais ces trucs-là. C'est en fait j'assimile très rapidement les choses, etc. Cette meuf, je la regarde pas 10 fois par jour, la nana qui faisait son mariage, et même tout cela, moi je décale toutes les stories qui passent, etc. Je les passe en 2-2, mais au final tu retiens des trucs. Oui, bien sûr. Factuellement. Mais moi ça m'intéresse. Moi franchement, il y a des moments où je me sens plus justement bien au contraire, pas voyeur, parce que je me sens vraiment oppressé. Oppressé de ouf quoi. Mais voilà, c'est très difficile parfois. Est-ce que ça vient aussi de nos âges où on évolue dans nos pratiques, comme toujours un peu quand même. On regardait ça beaucoup plus quand on était jeune et beaucoup moins quand on est plus adulte, parce qu'on a, entre guillemets, la vraie vie à vivre et on fait un peu plus la différence. Mais moi, c'est cette question de recul. Voilà. Est-ce que les gens ont suffisamment de recul pour se rendre compte quand même que c'est... parce que ça attire énormément. Ça attire énormément et c'est à la portée de tous. Alors, mais c'est quand même beaucoup de fake et ça fait beaucoup de mal, quoi. Ouais, mais les gens ont quand même de plus en plus de recul, je pense. Ouais. Quand tu grandis maintenant avec ça. Ouais. Et là, sur la télé-réalité, il y a eu un exemple, franchement, très très, très récent. Là, il y a Secret Story. Moi, j'ai pas tout suivi, je regarde pas, mais sur les réseaux, des extraits sortent. Et en fait, il y a 2 nanas noires qui sont dedans et qui clairement ont été victimes de racisme. Enfin, elles se font attaquer en permanence par les autres gens dans la maison. Ouais, franchement, ils leur disent mais arrête d'être agressive. La nana a rien dit, tu vois. Enfin, il y a ce mythe de la nana noire agressive, machin et tout. Et la prod faisait rien. Et c'est vraiment en fait les gens sur les réseaux sociaux. Qui ont dit que là, ça, militants ou pas, qui sont montés au créneau et qui ont dit non, mais en fait là c'est pas possible, c'est pas parce que c'est une émission et justement vous êtes responsable de ce que vous montrez et ça a un impact et du coup la prod a agi, a remonté. Ouais. Et ce que tu décris là, j'avoue j'ai pas vu ce qui s'est passé, mais ce que tu décris là, ça peut aussi avoir d'autres conséquences. C'est des comptes, plus t'as des comptes qui vont relayer des choses, etc. La question de la notion de vérité, quand c'est mis en scène, et qu'il y a beaucoup de gens qui suivent, qui relayent, qui machin, etc., tu perds toute notion de vérité. Tu parlais justement de cette déformation de la réalité. Ouais. C'est ça aussi, c'est qu'au bout d'un moment, ces reality shows qui sont censés montrer la réalité, au final, on le sait qu'elles déforment évidemment la réalité de base, mais c'est juste que ça en devient, toutes les polémiques sont maintenant montées de toutes pièces, et au final, tout le monde s'y met, même les politiques, même tout ça, etc., les médias, et au final, moi je trouve ça terrifiant. Je trouve ça fascinant, entre guillemets, et en même temps terrifiant
de voir justement quand notamment il y a ce genre de choses, truc où tu vas monter. Alors je sais pas, encore une fois, j'ai pas suivi cette polémique là, mais où, dans d'autres cas où c'est vrai ou faux d'ailleurs dans l'autre sens. Mais tu peux avoir des armées de trolls, etc., qui vont te harceler, te menacer de mort. Je trouve que ça prend des proportions, mais de malade mental, quoi. Et je trouve ça assez terrifiant, justement, ces dérives-là, ces conséquences. Où est justement la protection que doivent ces productions à leurs candidats Je serais assez curieuse de voir leur contrat. Donc là, la production en parlait parce qu'elle a fait un rappel à l'ordre aux candidats. Elle a dit, on vous rappelle que dans les contrats, c'est bien noté qu'il faut faire preuve de bienveillance, de vivre ensemble. Vous êtes quand même dans une maison, en colocation. Et bien sûr, c'est un jeu compétitif, etc. Et donc, a priori, dans leur contrat, c'est quand même, il y a des règles de vie. Oui, qui sont indiquées. Et des règles dans la maison, etc. Et donc ils doivent quand même une certaine oui, bon, ça aurait été après c'est quand même parce qu'il y a une pression des spectateurs, et puis le rappel est léger. Le rappel est assez léger. Oui, après j'ai pas trop suivi s'il y a eu sanction. Ça se trouve, candidat a été mis en balance ou je sais pas. Enfin, tu vois, mais quand t'es en coloc à longueur de journée sur ces trucs-là, mais si le verre il est dans le fruit. Mais il paraît, je crois que j'ai lu que quand même les visionnages baissaient. Enfin, sur ce genre Secret Story cette année. C'est quand même beaucoup moins bien que des années précédentes. Donc, est-ce qu'on commence à voir quand même mais de toute façon, une lassitude de ce truc drama ça fait 10 piges pour moi. Pour moi, ça fait 10 piges que. C'est pour ça que avant c'était sur TF1, maintenant c'est sur je sais pas quoi d'ailleurs, c'est une sous chaîne TF1, je crois. Non TMC. Ah, TMC peut-être. Je sais pas. Parce que clairement, je pense pas que ça soit sur TF1, mais après et d'autres toutes les autres trucs story là, les Marseillais, les machins, c'est sur W9, sur des trucs comme ou je sais même plus si ça passe encore d'ailleurs, je sais même pas si ça existe pour le coup maintenant, je sais plus. Mais Franck il dit non, il s'est renseigné. Mais non, je sais plus. Non, il a dit qu'il n'y en avait plus. Il n'y en a plus tu vois, mais. C'était sur NRJ12. Ah oui, NRJ12. Mais les audiences, mais elles étaient. Enfin, moi, dans mes souvenirs, elles étaient cata depuis. Hormis les premières audiences quand t'étais dans les années 2000. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de mecs qui sont barrés de ça, quoi, parce qu'ils en ont marre de voir ça. Est-ce que maintenant, c'est pas plus, celles un peu plus produites, comme celle de Netflix, Love is Blind, où du coup, t'es. Et on se rapproche d'un fiction. Ouais, mais t'es conscient que du coup, bon, voilà, c'est quand même un Après, peu c'est plutôt mieux parce que j'ai envie de te dire, mais ça fait... c'est cadré quand même. Oui, mais du coup, t'as entre guillemets, cette distance permet de bien distinguer et de ne pas être aussi... C'est peut-être ça, plutôt l'avenir. Ça ne m'attire pas, ça. Bon, l'avenir ne t'attire pas. En tout cas, en préparant cette émission, j'ai découvert quand même que notre télé était vérolée d'émissions de reality show ou de télé-réalité. Et pour finir, je vais vous faire un petit palmarès parce que ça m'a fait rigoler. Donc, des émissions sur la vie en communauté. Secret Story, Love Story, Nice People, Les colocataires, Dilemme, Bienvenue, machin truc carré, VIP, La ferme, machin truc, je sais pas quoi. Compétition. Danse avec les stars, La France a incroyable talent, le meilleur artiste, je sais pas trop quoi. Télécrochet, Popstar, Star Academy, Nouvelle Star, X Factor, l'école des stars, The Voice. Ensuite, on a en cuisine, on a Masterchef, Hell Kitchen, le mec qui crie tout le temps là. Cauchemar en cuisine. Environnement de vie, Koh-Lanta, Pékin Express, etc., etc. Oui, Franck, je me dépêche. Ensuite, on a même en séduction. Alors là, c'est les meilleurs. Opération Séduction Caraïbe, L'île de la Tentation, Love and Bluff, L'amour est dans le pré, Bachelor, Maman cherche l'amour, Les belles et les princes charmants, je sais pas quoi, truc machin, Sensation Fear Factor, Haunted aussi, mode de vie. Alors, il y a le coach, Confession intime, le grand frère, Super Nanny, Queer, c'est du propre. Enfin, je veux dire, il y en a tellement. Je vais m'arrêter avec aussi la rénovation parce qu'on a oublié, genre Denko, Pimp My Ride, et ce genre de choses. Tout ça pour vous dire quand même que la télé-réalité est partout. C'est terrifiant, je trouve ça. Je trouve ça de plus en plus terrifiant. Voilà, t'auras peur en partant. Mais Manu, avant de voir peur, il faut que tu nous fasses tes infos au mytho. Enchanté. Je rappelle le concept, l'actualité, je pioche dedans. Est-ce que c'est un info? Est-ce que c'est un mytho? Est-ce que c'est une info ou est-ce que c'est un mytho?
Et donc aujourd'hui 3 histoires, et la première, nous sommes dans une petite station balnéaire à Naples, en Italie, un dimanche dernier, quand une mère et son petit-fils décident de se dorer la pilulette dans l'eau sur leur matelas gonflable. Sur le papier mer Méditerranée, vent légèrement acidulé, soleil d'été, tout va bien. Le grand-père est resté sur la plage avec une citronnade à la main, pas fou le vieux. Les 2 protagonistes de l'histoire sortent des sortes d'Olivier de Kersauzon italiens, se prélâchent chacun sur leur matelas gonflable, sauf que, en 2 temps 3 mouvements, le drame arrive, des vents forts et tout va mal. En l'espace de quelques minutes, ils ne vont plus voir la côte et se retrouvent rapidement à 4 bornes de la plage. Je dis bien 4 km de la plage. J'ai oublié de le préciser où, je l'ai fait exprès, mais le gosse a 5 ans. À 5 ans, faut être un crack pour tenir le coup, mais finalement, plus de peur que de mal, ils vont être sauvés par des sauveteurs italiens. Pas de blessures à recenser. Juste une grosse frayeur. Est-ce que c'est une info, je vais y arriver, ou un mytho? Moi, je dis, c'est vrai. Je vais dire mytho, juste parce que t'as galéré à dire. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est une vraie info. Les pauvres, terrifiant. Ah, ça doit être le gosse de 5 ans, oui, effectivement. Ouais. Non, mais puis, c'est chaud, quoi. Enfin... Ah, bah oui. Au final, le seul c'est le papy, je l'ai pas précisé, mais qui a dû être assisté médicalement parce qu'il a eu une petite frayeur. Malaise, ouais, c'est pas fou. Allez, la suite. Deuxième histoire, nous n'avons pas son nom, ni sa race. Un cygne a été flashé en Autriche à plus de 50 km/h, alors que la limite est à 30 dans ce petit canton autrichien. Dont je donnerai pas le nom parce qu'il est insortable. Et l'animal est coutumé du fait parce que selon la police locale, ça fait 32 fois qu'il a été flashé depuis 10 ans. Des images qui, la police le rappelle, ne sont pas manipulables, justement par l'IA ou etc. Donc tout porte à croire que c'est vrai, et la bête a donc dû être photographiée sous tous les angles. Non, ça c'est vrai, je suis sûre c'est vrai, c'est trop capillotracté. Je dirais vrai aussi. Ouais, le petit signe qui... Et c'est un mytho. Yes sir. Ah là là, il s'est amélioré le Manu. Ça y est. C'est bien de ne pas être là pendant une semaine. Ouais. J'ai préparé, je peux vous dire, j'ai préparé pendant 10 heures. Je voyais déjà dans ma tête les photos, tu sais, du signe comme ça. J'ai vu un moine Shaolin pendant des mois. Et encore une dernière histoire, nous n'avons pas son nom ni sa race. Aussi, c'est pourtant un être tête en jeu qui a fait l'actualité ces derniers jours au Costa Rica. Un chat bien sous tout rapport, enfin c'est ce qu'on croyait. La nuit, se baladait, faisait des allers-retours dans une prison locale, profitant des espaces laissés. Jusque-là, rien de grave, me direz-vous. Surtout pour Momo, grande défenseur de la chatosphère. Mais c'est-il pas que le pépère, il s'est fait gauler avec du cannabis et du crack sur le corps par les gardes? Eh oui, j'avais mon gars. Non, c'était pas un chat, c'était une mule. Et il a fini par se faire arrêter avec de la contrebande sur le dos. Les gardes ont réussi à le choper avant qu'il n'arrive au détenu. Et les costariciens débordent d'imagination, ou est-ce moi? Non mais c'est vrai, mais moi je pense que c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est vrai. Mais ouais. Je suis sûre que le chat il était roux. Non, alors, j'ai pas précisé, le chat était blanc et noir. J'en ai 2 sur 3. Bien joué. Non, mais franchement, très jolie histoire. Moi, j'aime beaucoup ce chat qui fait la nulle comme ça. Les gardiens qui voient pas. Surtout qu'il soit dressé pour qu'il arrive, parce qu'il se baladait entre les... Non mais oui, et comme quoi, hein, les animaux sont nos meilleurs amis. C'est vrai. Ah bah surtout pour surtout là. Là, on a la papesse des animaux là ici. Ah bah oui, bah écoute, hein. Voilà, bah merci beaucoup Manu pour cette info mytho. C'était du beau. Merci Franck pour la transition, j'y étais pas. Merci beaucoup. Eh bien, il nous reste plus qu'à remercier nos chers auditeurs. On espère encore une fois avoir un peu élevé le débat, parce que le résoudre, c'est toujours pas notre portée. Non, on va avoir les choses ambitions de... Rien. Et puis on a les chroniqueurs qu'on mérite, hein, donc voilà, hein, j'ai envie de te dire. Vous en avez eu un de plus là ce mois-ci, je pense, ça fait quand même une grosse différence, mais après, effectivement, voilà. Ah mais regarde quel chroniqueur. Après, ça reste de la modestie, ce que me disait Franck et tout. Et d'ailleurs, je remercie vraiment encore une fois. On n'a plus le temps. Tous les fans qui m'ont écrit sur mon mail. Comme c'est dommage. Sur mon mail manusanspartage.gmail.com. Merci beaucoup pour vos messages. Non mais n'importe quoi. On vaincra. Non mais bon. Et puis arrêtez d'envoyer des lettres d'amour à Manu, la boîte aux lettres n'a plus de place. Non, et puis le melon qu'il a après. Il me disait surtout, moi je voyais des objets. Et bientôt Manu dans l'agence, c'est ça, non? Et bientôt. Tu cherches un appart. Non, puis surtout Manu, il va lancer sa propre télé-réalité sur J'ai testé les boulangeries pour vous. Et ça. La meilleure boulangerie de France, c'est déjà une émission. Oui, c'est vrai, le meilleur boulanger de France. Bah, mais non, c'est une concurrence qui est faible. Non, et je sais déjà qui sera mon acolyte. Je ne dirai pas son nom, mais je sais déjà qui sera mon acolyte. On pense à lui très fort. Ah oui. Ok, oui. Bon, chers auditeurs,
merci encore une fois d'avoir été en notre compagnie. On vous retrouve mercredi à 19h dans Avant le troisième verre. Merci à tous. Salut. Radio Ems. L'essentiel de la musique. Radio Ems.